Et du coup, ils vont venir au peeling, au cours général. Ok, bah, parfait alors, donc c'est bon. Il va faire chaud aujourd'hui. Ouais. On se trouve sur la commune d'Elne, dans la plaine du Roussillon. On est à peu près à 15 km au sud de Perpignan, sur le site archéologique de Palol. Le site se situe dans la plaine alluviale du fleuve que l'on appelle ici le Tech, dans une zone inondable, mais dans une plaine aussi fertile par le dépôt de limon engendré par le fleuve lors des différentes crues. Le site est connu depuis près d'un siècle maintenant. Des érudits ont collecté des pièces de monnaie, des fragments et des débris d'amphores. Mais on doit vraiment les premières recherches à Roger Gros, qui est un archéologue ilibérien, donc originaire d'Elne, qui, au début des années 60, a réalisé des sondages archéologiques assez importants où il a pu dégager, notamment et entre autres, le plan partiel d'une villa gallo-romaine avec des murs construits à la chaux, avec un ensemble partiel, bien sûr, de 25 mètres de longueur, séparés en 8 pièces. Ce site nous intéresse notamment parce qu'il offre une stratigraphie que moi je qualifierais d'exceptionnelle pour le haut Moyen-Âge. On a entre 1,30 m et 2 mètres d'empilement de couches archéologiques, probablement entre la fin du 4e et le 9e, 10e siècle. C'est relativement exceptionnel en contexte rural. Et ensuite, ça a été aussi une façon de répondre à une demande de l'Université de Perpignan qui souhaitait mettre en place un chantier école pour mettre en pratique, en fin de compte, les formations théoriques qu'ils proposent dans leur cadre de leur cursus. Est-ce que tu as déjà fait des coupes Sur celle de la... Sur la sépulture? Ouais. Allez, bah écoute, on va s'y mettre, on va aller chercher ce qu'il faut. Donc je vais aller chercher une planche, je vais aller chercher de quoi noter, et puis on va partir. Donc là tu as ton clou qui est ici, Ouais. l'autre qui est là. Ouais. On va retendre notre axe. Un silo, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une machine à remonter le temps. D'un côté, on a toute la stratigraphie du site. Une fois qu'ils ont plus besoin du silo, ils rebouchent avec ce qu'ils ont sous la main. Donc on va retrouver beaucoup de mobilier, la poubelle à l'état pur et dur, et de la terre qu'ils sont allés chercher on ne sait pas où. Donc on peut avoir, là-bas ils ont trouvé des pièces romaines dans le silo, alors que le silo, je crois qu'ils ont dit 13 ou 14e. En gros, on fait une première coupe au milieu. Pour suivre les bords, c'est sûrement un silo. Et comme ça, en fait, avec la berne, ça permet de voir toutes les couches stratigraphiques qui font partie du comblement. Là on a un comblement massif de 20-30 cm, donc on peut l'enlever plus rapidement, parce qu'il est homogène. Mais après, on essaie de suivre les différents comblements afin d'identifier la dynamique du comblement justement. Ça peut arriver de le fouiller en entier, mais c'est vrai que souvent, on les fouille seulement par moitié. Et voilà. Un gros fragment de vase avec son anse. Probablement que la suite est à côté. La difficulté du site, c'est d'abord sa stratigraphie, c'est sa complexité. C'est aussi la nature des vestiges qui sont en premier lieu des maisons construites en terre, sur Solin certes, mais donc une architecture qui est relativement complexe à lire. C'est en ça aussi qu'elle est très formatrice pour les étudiants. Pour moi, tu vois, la terre, elle était tellement dure, là, surtout là, sur cette partie. Là, c'est comme s'il y avait eu une autre terre, tu vois, grise. Et tu vois, moi, si j'avais suivi ma première limite, là, elle allait là. Elle s'élargissait. Ah, là, il y a le vert. Ouais.
fait, il y a un peu de tout là-dedans. Ouais. Je crois que ça serait du comblement encore. C'est rien, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas une autre fosse qu'on voit pas? Là, moi, là, en bas, j'ai du... Après, là en bas, j'ai du jaune écouteur qui se passe. La fouille cette année a surtout concerné en fin de compte des vestiges assez abîmés, puisque c'est la première campagne. On a procédé au décapage mécanique pour enlever et ôter à la pelle mécanique donc la terre remaniée par les labours, la terre arable, et on se pose sur des vestiges qui sont encore perturbés, notamment par de nombreux sillons. La recherche au détecteur est prohibée sur tout le territoire français. Donc on est habilité pour venir chercher des objets métalliques. Donc moi je m'occupe en particulier des monnaies. Moi je détermine les monnaies. Voilà. Sur chaque caillou là, il marque l'endroit d'où ça vient. Donc vous avez le silo, l'US où cette terre d'où elle vient. Et donc je repasse derrière eux pour voir si on ne trouve pas quelque chose. Voilà. S'ils ont laissé passer quelque chose. Donc après mon passage, normalement, en métallique, il n'y a plus rien, quoi. C'est une campagne un peu particulière où l'on fouille des fosses contemporaines, mais aussi où on commence à fouiller des tombes, alors pour l'instant endommagées par les premiers travaux agricoles. L'archéologue funéraire, c'est la personne qui, sur le terrain, va fouiller et étudier les tombes pour mettre en évidence les pratiques funéraires aux différentes époques. Donc la manière dont on inhumait les défunts et le soin qu'on portait aux défunts. Et ensuite, l'anthropologue, il va plus spécifiquement étudier les squelettes pour les identifier biologiquement, âge et sexe au décès, et pour travailler sur les pathologies que peuvent porter les squelettes. Des anthropologues peuvent être archéologues funéraires et des archéologues funéraires peuvent être anthropologues, mais c'est deux volets de l'étude des tombes qui sont distincts. C'est une sépulture qui est assez arasée et on le voit, il nous reste juste le fond de fosse et le squelette, tout simplement parce qu'on est encore très haut sur le site, on est à moins de 20 cm de profondeur de la surface. Et donc il a souffert tout de même des travaux agricoles, les os sont pas mal impactés. Tout le travail de l'archéologue funéraire, c'est d'étudier la manière dont les os se sont comportés durant la décomposition du cadavre. Là, on est sur une sépulture simple, comme c'est souvent le cas au Moyen-Âge. Ils vont creuser une fosse simple dans le sol, souvent assez étroite, assez ajustée à la taille du corps du défunt. Et puis, ils vont la recouvrir d'une simple couverture qui va être posée soit en appui contre les parois de la fosse, soit directement sur la surface du sol. Cette couverture, elle peut être soit en matériaux périssables, avec des planches de bois par exemple, soit avec des dalles de pierre. Là, comme on n'a que le fond de fosse, on ne pourra pas dire à quoi ressemblait la couverture de la tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un squelette qui présente très peu de déplacements osseux. Donc on a l'impression d'avoir une décomposition qui a eu lieu dans un espace où les sédiments sont arrivés très rapidement au contact du corps. Mais la position de la tête qui est en position secondaire, c'est-à-dire que le crâne a basculé postérieurement à la décomposition, nous prouve que quand le défunt a été enterré, il était dans un espace vide de sédiments. On va pas trop racler pour pas abîmer le coxal et on finira après à ramasser. Bon, pour membre supérieur droit, il manquera la scapula, mais on peut pas l'avoir pour l'instant, d'accord? Alors on va faire un petit sachet pour lui. Le choix qu'on a fait, c'est que les étudiants prennent en charge la fouille de la sépulture de A à Z, accompagnés par un encadrant. Donc ils procèdent au dégagement de la sépulture, ils procèdent au dégagement du squelette en fouille fine. Ensuite, ils vont participer avec moi à tout l'enregistrement de la sépulture, c'est-à-dire réaliser les photos, réaliser les notes manuscrites, le remplissage des fiches de tombe. Ils vont faire avec moi le démontage, c'est-à-dire le prélèvement du squelette, et puis ils vont aller laver le squelette également. Donc l'idée, c'est de leur montrer toute la chaîne opératoire et à chaque étape de leur expliquer pourquoi on fait et qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce que ça va nous apporter comme connaissance de fouiller cette tombe et quelles conclusions on va pouvoir en tirer. À 17. 24.
Pour la longueur et 17 en profondeur. Ouais. 1095, c'est le nom de votre tombe et c'est aussi l'US de votre squelette, sauf que sur la coupe, on ne dessine pas les squelettes. C'est pour ça que ce numéro n'apparaît pas. Mais il correspond bien à un US qui est le dépôt du corps. Et ensuite, ce qu'il faudra faire quand vous avez dessiné vos 3 coupes, au niveau, on va aller mesurer l'altitude des têtes de clous. Vous vous rappelez, pour recaler vos coupes dans l'épaisseur de la stratigraphie du site. Ok. C'est bien. Là, tu vois, il a sa main, donc tu as les os du poignet qui vont être effondrés dans l'emprise, pardon, excuse-moi, du bassin en fait. Et les petits os du poignet, tu en as 8, donc tu en as un paquet. Hein. D'accord. Et en plus, là, il a ses 2 mains dans le coin, donc en fait, à l'intérieur, là, tu peux avoir plein de petits os. Ça vaut le coup de descendre un peu de toute façon pour aller bien chercher la base du coxal et peut-être que vous allez retrouver les petits os. D'accord. Il y en a un deuxième là. Ouais, voilà, tu vas en avoir. Ils font à peu près entre la taille de mon ongle pour les moyens, quoi, tu vois. Le plus petit il va faire la taille de celui-là, tu vois, à peu près. Donc, tu vois, c'est assez petit, quoi. Puis là, tu vas avoir les métacarpes aussi, puis les phalanges. Donc, tu peux avoir beaucoup d'os qui sont brassés ici, quoi. Ok. Super. Ah, en fait, ça va pas du tout. T'as trop de soleil là. Alors non, c'est la mire et l'ardoise. Le côté qui est vers toi, non, l'autre, voilà. Tu le remontes encore très fort, très fort, très fort. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est trop. C'est bien comme Parfait, ouais. Tu peux remouiller un tout petit peu là où il y a l'ardoise, Sarah. Et vers le galet. Je vois des grosses traces de pieds, hein, là. ça. Ouais, attends. Tiens, un coup de balai à mettre. C'est moi quand j'ai remis la mire. Voilà. Tu peux aller mouiller là où elle vient de balayer. Les os humains, en tant que vestiges archéologiques, ont un statut particulier. Ils ne sont pas considérés au même titre que les tessons de céramique, que les morceaux de verre. Ils ont le statut de reste humain à part entière et donc on leur apporte un soin particulier, bien sûr. Couvrez-moi de fleurs s'il le faut, laissez venir l'homme à la faux, et si me coudre les paupières, au moins ne me riez derrière. Moi. Laissez-me parler à l'oreille et faire miel de moi l'abeille, et dans mon ombre laissez vivre, quand bien même le bateau ivre. Sombre. Croyez-moi, dans ce monde-ci, jamais on ne m'a dit merci. Où que ce fût, on que ce soit, qui que ce fût, où que ce soit, s'enfuit. C'est pour ma chair fragile et morte que je prie de vous de la sorte, qu'on ne m'ait pas en terre admis, sans que l'on y descende aussi. Que reste ici de mon passé, dans ce caveau frais repassé, l'habit de noces et le carton de ma langue et de mon menton. L'os. L'ongle à peine de désigner, faisant main comme l'araignée, les yeux se taisent et la cornée dessous l'arcade cimentée. Baise. Couronnez-moi de fleurs mauves, si voyez que ma vie se sauve, et des ténèbres ayez raison, lirez lumière de l'oraison funèbre. Prenez soin de moi si pouvez, faites de vos bouches un ave,
que Dieu le dépose ou la porte, s'il fut seul au pied de ma porte close. Couvrez-moi de fleurs s'il le faut, laissez venir l'homme à la faux. Couvrez-moi de fleurs s'il le faut. Couvrez-moi de fleurs s'il le faut.